Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait la FAQ. Voilà, hier j'avais dit que je faisais l'analyse plus la FAQ et en fait j'ai fait que l'analyse, elle était trop longue. Donc voilà, j'ai séparé les deux vidéos. Aujourd'hui réponse à vos questions après la victoire du Barça contre Bilbao. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Alors vous avez été nombreux encore une fois à me poser des questions, je vous en remercie. Évidemment, c'est très gentil à vous de participer, tout ça. Je ne peux pas prendre toutes les questions, vous le savez, ça ferait trop de questions, ça ferait trop de réponses, ça ferait une vidéo peut-être trop longue à regarder, mais voilà, je vais essayer de faire ça le plus simplement possible, le plus sincèrement possible, en freestyle, vous me connaissez. Voilà, on commence tout de suite avec Gauthier qui dit Rafinha en dit ce soir c'était quelque chose, il avait vraiment l'air plus libre. Un petit peu de liberté pour ce grand Rafinha qui a été magnifique contre Valence, incroyable, voilà, incroyable de liberté comme tu dis, et incroyable d'énergie, de débauche d'énergie, voilà, c'est peut-être le poste de Rafinha. Alors moi je me suis posé cette question là et je me suis dit mais on n'a pas besoin d'aller chercher un ailier gauche parce qu'on a Rafinha, El Grande. Et en fait, est-ce que Rafinha ne va pas être plutôt milieu de terrain cette saison? C'est la question que je me pose, ouais c'est la question que je me pose. Parce qu'il y en a qui disaient ouais mais Gundogan tant mieux qu'il parte parce que au moins ça laissera la place à Fermin. Alors peut-être que Fermin va jouer souvent et peut-être que Rafinha ira sur l'aile gauche, qui sait. Mais à voir, après on peut pas se fixer non plus, rester figé sur ce qu'on voit là pour l'instant parce que Dani Olmo n'est pas encore enregistré, j'espère quand même qu'il sera enregistré dans pas longtemps. Bientôt la fin du mercato. Tous les joueurs ne sont pas vraiment de retour, Fermin vient à peine de revenir, donc quand on aura tout le monde, est-ce que on aura la même chose, sauf peut-être Ferran Torres titulaire, peut-être qu'il ne sera pas titulaire, mais est-ce que Rafinha va rester au milieu de terrain? Je ne sais pas, mais en tout cas on a l'air de se diriger là-dessus, un petit peu. Peut-être que c'est ce que recherchait Flick, peut-être que le profil de Rafinha est le profil idéal, parfait pour ce que veut mettre en place Flick, c'est quelque chose de possible. En tout cas on le voit s'épanouir Rafinha à ce poste-là, au milieu de terrain. La saison dernière, on avait commencé à le voir un petit peu dans le demi-espace gauche, c'est-à-dire qu'il jouait ailier gauche, rentrait dans l'axe, il n'était pas obligé de déborder. Quand il jouait ailier droit à la place de Lamine, ou à la place de Dembélé à l'époque, eh bien, Rafinha était ailier droit et devait provoquer, parce que, vous le savez, niveau de l'animation, on avait Koundé latéral droit, Koundé qui n'est pas un latéral, qui prend le couloir, qui vient déborder, qui vient se proposer offensif, donc on a l'ailier droit généralement qui doit faire plus ou moins la différence à lui tout seul. Ce que fait très bien Lamine Yamal. Rafinha n'est pas un joueur comme ça. Rafinha a souvent été critiqué. Ici, quand même si je sais Yanis me rappelle souvent, me dit ouais, là il m'a dit dans les questions, je crois, il reste de la place dans le train, je sais plus quoi, tu peux monter dans le train. Rappelez-vous ce que je disais sur Rafinha il y a 2 saisons déjà, quand je défendais un petit peu Rafinha, certes, je disais que Rafinha n'est pas un ailier qui dribble. Il a souvent été jugé pour des performances qu'il ne pouvait pas faire. Jugeons Rafinha sur ce qu'il peut faire déjà. Pour commencer déjà, ça serait mieux. Parce que tout le temps à dire Rafinha n'est pas un... Alors oui, Rafinha n'est pas un Brésilien et Pakistanais, machin, tous ces trucs-là. Rafinha ne peut pas dribbler, on le sait. Rafinha n'est pas un joueur comme ça. Des fois, on a tendance à l'oublier. Moi-même, des fois, j'ai tendance à l'oublier. Et on va le critiquer sur des choses qu'il ne sait pas faire. Mais au final, Rafinha, quand il est bien utilisé, voilà ce qu'il peut apporter. Voilà le joueur que peut être Rafinha en fait, au Barça en tout cas. Ailleurs on s'en fout de ce qu'il peut être, mais au Barça, voilà le joueur qui peut être. Il n'est pas un ailier de débordement, il n'est pas un ailier qui va faire des différences en 1 contre 1, qui va dribbler, qui va faire des flip-flops, ce n'est pas Ronaldinho, voilà, tout simplement. C'est un joueur qui a une énergie monumentale, une débauche d'énergie, de l'intensité, une agressivité assez folle, et c'est un joueur qui va faire des différences par ça, tout simplement ses appels, son jeu sans ballon aussi, son énergie, et en plus de ça, s'il commence à être précis techniquement comme il l'a été contre Valence où il a fait, même s'il a loupé quelques passes, tout ça, facile, mais il y a quand même du jeu en une touche, des choses intéressantes qu'on voit au cœur du jeu. Donc peut-être que Rafinha, on va partir vers un Rafinha beaucoup plus axial, peut-être que Rafinha va jouer milieu de terrain cette saison, on n'en sait rien. Du coup, on aura toujours peut-être ce problème d'ailier gauche, à moins que Dani Olmo joue comme ailier gauche à la place de Ferran Torres qui rentre dans l'axe. On a vu un Ferran Torres très libre et très souvent au milieu de terrain, qui faisait des appels dans la profondeur, mais qui se retrouvait quand même souvent axial. Et Dani Olmo, c'est sa zone préférentielle, c'est celle-là. Donc peut-être qu'on verra un Dani Olmo ailier gauche, et peut-être qu'on verra un Rafinha du coup au milieu de terrain. Pour moi, à l'instant T, Rafinha est titulaire indiscutable dans l'équipe. D'ailleurs, on a UZMK qui nous dit après Rafinha doit être titulaire indiscutable. Voilà. Voilà.
Ensuite on a Riyad qui dit j'aime beaucoup Ferran en intérieur gauche, en tout cas en backup, tu en penses quoi? Ouais, je pense que c'est un peu le rôle qu'il met le plus en valeur, un rôle un petit peu d'électron libre comme ça, qui souvent n'a pas de... Ferran c'est pareil, on parlait de Rafinha qui est critiqué parce que il ne sait pas dribbler. Ferran c'est pareil, il ne sait pas dribbler, ce n'est pas ce style d'ailier là. Ferran Torres c'est plus un joueur qui va être intéressant dans l'axe. C'est ce que pensait Guardiola quand Ferran est arrivé à City, c'est ce que pensait aussi Xavi je pense, parce que Ferran il était souvent utilisé dans l'axe, et au final Flick l'utilise comme un joueur, pour le moment en tout cas, assez axial et non pas un ailier qui va coller la ligne et qui va essayer de déborder, parce que de toute façon il n'a pas le talent pour. Donc Ferran Torres c'est un joueur qui sans ballon va être intéressant. Maintenant c'est un joueur qui techniquement est assez faible, que ça soit devant le but où il a un manque de confiance, où il va pas forcément être tueur devant le but, et dans les petits espaces c'est un joueur qui peut faire des différences, mais je sais pas, ça reste un grand mystère. Bref, on peut en penser ce qu'on veut de Ferran Torres, mais son poste préférentiel, là où il est le plus intéressant, c'est le poste où il a joué contre Valence quoi. Donc après on a Yanis qui dit depuis le début je suis dans le train Rafinha, café, tu veux monter, il reste pas beaucoup de place. Je pense qu'il reste beaucoup de place en vrai. Il reste pas beaucoup de place genre. C'est un petit train que t'as Yanis, hein, parce que tout le monde reconnaît que Rafinha a fait un très bon match, mais très peu de supporters sont des grands fans de Rafinha. Moi le seul que je connais qui est un grand fan de Rafinha, c'est toi Yanis. Tu es le seul. Donc je pense qu'on est plus sur un minibus qu'un train, mais avec plaisir. Avec plaisir. Ensuite on a Anafi qui dit as-tu eu l'impression que Ferran a mieux joué? Bon je vais pas prendre toutes les questions sur Ferran hein, mais c'est juste pour donner une petite impression. C'est vrai qu'il y en a qui ont critiqué comme Ilias qui a dit faut le taper Torres, j'en peux plus de le voir ce vieux mec rater des occasions comme ça, JPP. Moi ce que j'ai dit hier hein, c'est que l'agenda il est un peu tenace quand même. Il y a des joueurs qui sont mauvais et qu'on n'a plus envie de voir dans l'équipe, mais quand ils font des bons matchs il faut le dire. Faut pas dire qu'il a fait un mauvais match juste parce qu'on n'aime pas le joueur, ça serait quand même assez tristouné. Ilias, tu dis les occasions ratées. Ferran, il a fait un tir, je crois, un tir cadré. Donc, rater des occasions, je ne sais pas. Si tu parles des occasions ratées quand il est hors jeu en soi. Et pour le coup, quand il est hors jeu, je l'ai montré dans l'analyse d'hier, le hors jeu, c'est Rafinha, je pense, doit lui donner la balle plus tôt. Donc en soi, est-ce que Ferran a loupé beaucoup d'occasions? Non, du coup. Et est-ce qu'il a fait un mauvais match? Non, il a plutôt bien joué. Moi, faites ce que vous voulez, les gars. Hein. Quand il y a un joueur comme ça que personne n'aime, mais qui fait un bon match, il faut le dire. Comme Sergio Roberto la saison dernière, personne n'avait envie de le voir sur le terrain. Mais à un moment donné, il a eu un moment où il a bien joué, où il a enchaîné des bons matchs contre Naples et tout ça. Bah voilà, Sergio Roberto, il a fait ses matchs, on est tous contents. Maintenant, de voir Ferran Torres titulaire, non, et c'est pas ce qu'on verra quand on aura tout le monde, je pense. Puis de toute façon, si c'est ce qu'on voit, de toute façon, c'est les choix du coach, les gars, donc c'est comme ça. Si le coach aime beaucoup Ferran Torres et pro-espagnol... Ensuite, on a Black Henry Yondo qui dit et si finalement Rafinha s'avérait plus intéressant dans ce rôle axial au lieu du côté? Bah ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, donc je vais pas me répéter, mais c'est vrai que Rafinha, du coup, c'est ce que je me disais, est-ce que Rafinha ne va pas être titulaire dans l'axe? On avait vu des petits extraits, des petits... trucs comme ça sous Xavi la saison dernière où Rafinha on s'apercevait qu'il était quand même mieux dans un autre rôle, c'est-à-dire qu'il était finalement mieux à gauche quand il rentrait un petit peu, parce que la saison dernière bon, on avait surtout Cancelo qui était latéral gauche à la place de Baldé, et donc il y avait ce rôle là de devoir animer le couloir. On va peut-être après parler de Baldé un petit peu parce qu'il y en a qui ont du mal à comprendre, à saisir le rôle des joueurs, je pense. Donc Cancelo qui avait pour rôle comme Baldé d'animer le couloir gauche et donc de pas devoir dépendre forcément d'un autre joueur, et on avait Rafinha qui était ailier gauche, qui rentrait dans l'axe et qui jouait dans ce demi-espace gauche, et on sentait déjà un Rafinha un petit peu plus à l'aise que quand il jouait à droite, comme je l'ai dit tout à l'heure, ailier, et tu devais animer le couloir droit à lui tout seul. Il n'est pas capable de faire ça, c'est comme ça. Donc utiliser Rafinha comme il faut, ça c'était un petit peu la clé. Utiliser les joueurs comme il faut, en fait, c'est un petit peu la clé aussi pour les coachs, pour sublimer les joueurs et du coup que ton équipe elle fonctionne un petit peu mieux. Et ça, Flick, c'est vrai que c'est une chose que personne relève vraiment, mais Flick est un coach qui utilise plutôt bien ses joueurs. C'est ce qu'on avait vu au Bayern en tout cas. Il arrivait à sublimer chacun des joueurs dans leur rôle et de faire en sorte que vraiment les joueurs arrivent vraiment à s'exprimer au mieux pour aider un maximum l'équipe. C'est ce qu'il avait fait avec ses milieux de terrain, avec Thiago Alcantara, tout ça. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire avec Bernal déjà dans un premier temps. C'est ce qu'il est en train de faire avec Rafinha au milieu de terrain. Entre autres, on va voir pour le reste.
parce que après voilà les autres sont des, enfin il n'y a pas eu de changement vraiment de poste. C'est vrai que Bernal la saison dernière avec la baie il jouait pas comme pivot, il a déjà joué comme pivot et les formateurs essayaient de le mettre de plus en plus pivot, mais de base c'est un milieu intérieur qui joue plus haut. Bernal il a joué un peu aux deux postes, mais il a été formé de base comme milieu plus offensif Bernal, et là donc Flick essaie de l'installer on va dire comme pivot, il fait du très bon travail, et puis on a Rafinha qui jouait ailier et qui commence à jouer de plus en plus axial, vraiment milieu quoi au final. Et donc bah c'est tout simplement dans le style en plus de ça de Flick, c'est un joueur qui colle parfaitement, parce que Rafinha qui joue à l'intérieur du jeu avec dans une équipe, j'ai envie de dire coachée par Guardiola, voilà, peut-être que ça marcherait moins bien, parce que c'est pas comment veut jouer Guardiola, la manière dont Guardiola veut que son équipe joue, eh ben ça collerait peut-être pas, tu vois. Sauf que Flick, ce qu'il demande à ses joueurs, il y a un truc précis, il y a une certaine verticalité, une certaine intensité qu'il faut mettre, une certaine vitesse plein axe, et Rafinha est parfait dans ce rôle-là. Donc est-ce que Rafinha va évoluer plus dans l'axe, plus au milieu de terrain que sur les côtés? C'est possible, oui. C'est possible. Ensuite, on a Arthur qui dit quasi même compo que le match de la semaine dernière. Qu'est-ce qui a changé selon toi? Car là, c'était beau. Putain. Ouais, c'était beau. Ouais. On a l'impression qu'on a eu plus de maîtrise dans le match, même si c'était le même score finalement. Plus de maîtrise. Alors, je pense qu'on a pris plus de temps pour relancer déjà. J'ai l'impression, dans mes souvenirs, je me souviens déjà plus trop bien du match de Valence, les gars. Je perds la mémoire. 3G, voilà. Non, contre Valence, on avait des fois on se précipitait trop. Je l'avais dit déjà en début de saison, contre Monaco par exemple, contre eux aussi des fois en pré-saison dans les matchs amicaux. Contre Valence aussi, c'est arrivé. Une équipe qui se précipite un peu trop et qui jette trop les ballons vers l'avant, tout vers l'attaque, mais trop vite des fois. Tu vois, l'équipe n'a pas le temps de se placer. Et là, c'est pas ce qu'on a vu. On a vu une équipe derrière qui était plus patiente, qui a des fois par moment, avec la défense, qui a beaucoup fait tourner. Ça faisait des passes dans toute la défense. Koundé qui redonnait à Koubarsi qui donnait à Inigo qui donnait à Baldé. On avait cette passe, ce jeu de passe là qui est pas très intéressant, mais qui un petit peu plus patient, tu vois, qui évite des pertes de balles trop vite. Le temps que l'équipe se mette en place, qu'il y ait une solution, on va dire, qui soit trouvée au milieu. Et puis après, Koubarsi, avec son jeu de passe de qualité, qui va casser des lignes, soit tu vas trouver Bernal ou quoi, soit tu vas casser des lignes directement pour la donner, pour servir Lewandowski, pour servir Ferran Torres, pour servir peut-être Pedri aussi ou Rafinha, assez haut sur le terrain. Et donc voilà, ces solutions qui arrivent comme ça devant nos yeux. Donc déjà, on a une équipe plus patiente pour relancer. Et la différence aussi, c'est que Pedri était titulaire. On l'a vu là, contre Valence, quand Pedri est rentré, ça a changé le visage de cette équipe. Et là, Pedri était titulaire. Pedri a ce contrôle-là, cette qualité technique, cette pose dans le jeu pour savoir quand faire la passe, quand il faut la garder, cette maîtrise de balle aussi. On a vu souvent Pedri se retrouver dans des situations où il est complètement enfermé sur la ligne de touche. Il va y aller, il va dribbler, il va se retourner, il va faire un petit crochet, croqueta, il va feinte de corps, tout ça, il va sortir de situations de pressing, des 2 contre 1 où il va sortir tranquille, Pedri. T'as l'impression qu'il est tranquille, il est en train de boire sa petite tisane. Il dribble, Pedri jamais affolé, jamais. Et ça, d'avoir un mec comme ça qui maîtrise aussi bien la pelota et qui calme le jeu comme ça te permet d'avoir beaucoup plus de maîtrise dans ton jeu, beaucoup plus de contrôle dans le match. Et voilà ce qui a changé, je pense. Puis après, une équipe qui s'est un petit peu mieux trouvée aussi. Un Ferran Torres était mieux parce que Ferran contre Valence, il était catastrophique. Et là, Ferran contre Bilbao, c'était mieux quand même. On arrivait à plus le trouver et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est ça un petit peu qui a changé. Ensuite, on a Mathilde qui dit: comment as-tu trouvé Baldé sur ce match? Bon, dans le débrief, j'ai dit que Baldé, voilà, j'avais pas trop kiffé. On m'a dit que j'étais trop dur avec Baldé. Donc il y a un truc que, par contre, que je pense que certains ont du mal à comprendre. C'est le rôle de Baldé, je pense. Ce qu'on avait la saison dernière ou les dernières saisons avec Xavi, c'était un Baldé qui devait animer le couloir, prendre le couloir à lui tout seul. Voilà, on avait l'ailier gauche qui a changé, hein, parce que évidemment, on n'a jamais eu vraiment le même ailier gauche. Ça a toujours été les mêmes problèmes en soi. Donc l'ailier gauche qui rentre dans l'axe et Baldé qui doit prendre le couloir à lui tout seul. Moi, quand je dis que Baldé ça va pas, c'est dans son jeu sans ballon, qui doit prendre plus la profondeur, faire plus d'appels pour essayer quand il y a les espaces, d'apporter du danger dans son couloir. Ce qui fait Baldé, c'est qu'il reste trop bas et il vient demander le ballon dans les pieds. Ça n'aide pas, ça ne t'apporte pas de solution. C'est pas ce qu'il fait tout le temps, mais il le fait un petit peu trop souvent. Ce qui fait Baldé aussi, c'est un jeu de passe très peu risqué. Il fait beaucoup de passes en retrait. Regardez son match contre Bilbao. Il y a un abonné qui m'a marqué sur Twitter dans une vidéo qui m'a dit: regarde Baldé, finalement il n'a pas fait un si mauvais match. C'est des highlights de Baldé. La moitié de la vidéo, il fait des passes pour Inigo Martinez. Bon, ça met pas forcément en valeur Baldé. Finalement, cette comp, c'est pas grave. En soi, il prend peu de risques, certes, il va du coup avoir très peu de pertes de balles. Ok, mais c'est pas forcément ce qu'on attend de Baldé. On attend aussi que Baldé il déborde et qu'il apporte du danger par des centres.
ou des percées, balles au pied, tout ça. C'est ce qu'il a un peu fait contre Bilbao. J'ai été peut-être un petit peu dur avec Baldé parce que je pense qu'il est capable de largement mieux faire, comme d'habitude. Il y en a qui sont durs avec certains joueurs, il y en a qui vont être durs avec Ferran Torres par exemple, contre Bilbao qui a fait plutôt un bon match, et il y en a qui ont dit Ferran Torres c'est dégueulasse, faut qu'il dégage. Moi, est-ce que je viens vous dire les gars, vous avez été dur avec Ferran Torres, il a fait un bon match, vous pensez ce que vous voulez. Mais comme je l'ai dit, Ferran Torres fait un bon match. Voilà. Mais il y en a qui viennent me dire, du coup, t'as été dur avec Baldé. Et si je te dis que Ferran Torres, même s'il a fait un bon match, il est dégueulasse, tu vas pas venir me dire, ouais, t'as été dur avec Baldé. Donc moi, ce que je dis, c'est que Baldé, il y en a donc qui ont un peu du mal à comprendre le truc. Il y en a beaucoup, et ça ressort très souvent, et ça c'était déjà le cas les dernières saisons sous Xavi, et c'est toujours pareil sous Flick. Le rôle de Baldé n'a pas changé. C'est à lui d'animer ce couloir gauche, tout comme de l'autre côté, Lamine Yamal, où l'ailier droit doit animer le couloir droit. Koundé ne vient pas aider Lamine Yamal. Koundé ne vient pas spécialement aider Lamine Yamal. De temps en temps, il va faire des petits appels. Mais il n'y a pas de combinaison entre Koundé et Lamine, on est d'accord. Et pourtant, c'est toujours la même chose qui revient. C'est que, même là, sous Flick, le coach, il a changé tout ça. C'est toujours le même rôle. Baldé doit animer le couloir gauche. Et pourtant, on a toujours ce truc de rejeter la faute sur l'ailier gauche. Bon, en l'occurrence, Ferran Torres. Étonnant. Donc là, si Baldé fait pas de choses très intéressantes dans son couloir, c'est de la faute de Ferran Torres qui ne vient pas l'aider. Pour quel joueur, dites-moi pour quel joueur, les amis, on a eu ce truc-là? À quel moment il y a eu cet argument de « mais personne ne l'aide » ? Son joueur à côté ne l'aide pas. Est-ce que Lamine Yamal, on va lui dire ouais mais Koundé va pas l'aider? Est-ce que quand Koundé il est un petit peu seul dans son couloir qu'il doit essayer de faire quelque chose, et s'il perd la balle, est-ce qu'on va dire Koundé n'est pas aidé par Lamine Yamal? Quand on regarde Koundé et Lamine Yamal, il y a très peu de combinaisons entre les deux. Des fois Lamine a la balle, des fois Koundé il va essayer de faire une course pour le libérer ou se proposer, c'est très rare. Et il n'y a pas de combinaison spécialement entre les deux. Il y a Koundé qui va servir Lamine, il va le regarder, Lamine il va faire ses dribbles, il va essayer de trouver quelqu'un au milieu. Il n'y a pas de combinaison entre les deux, mais il n'y a pas cet argument de dire ouais Koundé et Lamine ils s'aident pas entre les deux. Bah non, ils s'aident pas. Le gars ne doit pas venir lui tenir la main. Baldé c'est pareil. Ce qu'il doit faire, il doit le faire aussi tout seul. Quand il doit prendre la profondeur, faire un appel de balle, il n'a pas besoin de l'ailier. L'ailier justement il rentre dans l'axe pour lui libérer le couloir pour qu'il puisse prendre la profondeur. Ça c'est une aide déjà. Quand l'ailier rentre dans l'axe et te libère le couloir, attire le latéral en faisant un appel dans l'axe et que le latéral suit l'ailier et que du coup il n'y a plus personne dans le couloir, là le latéral il doit faire l'appel dans la profondeur. Ça c'est une aide. Et ça Baldé ne le fait pas assez. Et les passes peu risquées, quand Baldé il déborde et quand il y a quelqu'un qui vient comme Pedri par exemple ou Ferran qui viennent dans l'axe pour se proposer une solution de passe à Baldé et que Baldé il repasse par l'arrière vers Inigo Martinez, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, tu vois? Donc je suis pas d'accord avec ces arguments là. Baldé n'a pas forcément fait un match, il n'a pas fait un match catastrophique en soi, mais il peut faire mieux. Je sais pas comment le dire autrement en fait. Maintenant, comme je l'ai dit dans le débrief, Baldé il revient de blessure. Donc je suis patient avec lui, je pense qu'il va pouvoir mieux faire et je pense qu'il va monter en puissance. C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas quoi dire de plus en fait. Je sais pas. On va être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord sur Baldé. Si les supporters se contentent de ce que fait Baldé et trouvent que c'est satisfaisant, très bien. Il va se faire voler sa passe par quelqu'un d'autre au bout d'un moment peut-être. Que voulez-vous que je vous dise moi? S'il ne fait pas mieux que ça, s'il ne s'améliore pas, enfin je sais pas moi, on dirait que personne veut que Baldé soit meilleur, tu sais. Baldé pourrait faire des appels, pourrait faire des passes plus risquées, non, laisse-le tranquille. Bon bah gardons-le comme ça et toute sa vie il fera des passes en retrait. Pas très intéressant mais bon. Ensuite on a Siegfried qui dit ça change un coach s'il ne perd pas son sang-froid à chaque action, non? J'avoue que ça change beaucoup et ça de toute façon on l'avait dit la semaine dernière, avoir un Xavi sur le bord de la touche qui est très tendu, mais tendu de fou et qui à la moindre case, à la moindre chose, balance des insultes à tout le monde, shoot dans les trucs et tout, s'énerve de fou, ça n'aide pas les joueurs à garder leur calme en fait. C'était pas bien pour l'équipe, surtout que là t'as une équipe quand même assez jeune sur le terrain, enfin là en l'occurrence t'as Bernal, t'as même Baldé qui est jeune, t'as Koubarsi, bon là il y avait pas Casado contre Bilbao, mais sinon ça fait pas mal de jeunes quand même. Et avoir un coach sur le bord de la pelouse qui est en train de s'exciter, tendu comme un ouf, bah les joueurs ça va les tendre aussi, ça va les mettre dans un mood, tu vois, dans un mauvais mood. Et ça c'est pas bien, il faut que les coachs ils transmettent de la sérénité, du calme à leurs joueurs. On maîtrise en fait, on maîtrise la situation. Et ça change peut-être, ça change pas tout, mais ça change quand même beaucoup de choses. Dans le match, ça change beaucoup de choses parce qu'on a des joueurs qui vont être plus calmes et qui vont pas être tendus et du coup, parce que quand les joueurs, disons qu'il n'y a pas de solution, quand tu vas gagner le match à la fin du match dans les 15-20 dernières minutes, si on a une équipe qui est de plus en plus tendue avec un coach qui est de plus en plus tendu sur le bord du terrain qui est en train de gueuler sur la moindre décision arbitrale, et ben les joueurs ils vont être tendus, ils vont sortir de leur match en fait. C'est de la logique en fait, hein. C'est pas très compliqué. Hein. Et ça, Xavi, il s'est totalement perdu là-dedans.
s'est totalement perdu là-dedans. C'était de pire en pire en fait. C'était un cercle vicieux quoi. C'était de pire en pire. Il y avait tout le monde, on avait l'impression que tout le monde était contre lui, tu sais, pas forcément les arbitres, mais surtout la presse, beaucoup de critiques et tout. Et lui, t'avais l'impression qu'il se renfermait sur lui-même et qu'il était hyper tendu, hyper frustré. Là, on a un Hansi Flick qui est beaucoup plus calme et qui transmet vraiment de la sérénité, qui dit aux joueurs de se calmer et tout ça. C'est beaucoup mieux. Ensuite, on a Gioze59 qui dit « Salut Café, j'aimerais avoir ton avis sur Koubarsi quand l'effectif sera là. Est-ce qu'il doit être titulaire ?» Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Maintenant, c'est toujours la question, est-ce qu'on va rester avec un défenseur central gaucher ? C'est-à-dire, est-ce que Inigo Martinez sera titulaire même au retour de Ronald? Bon, il y a encore le temps. Ronald va revenir dans un moment. Christensen aussi qui va être absent un petit moment. Donc, je sais pas si on va rester avec un défenseur central gaucher, mais Koubarsi a été monumental contre Bilbao. Injouable. En termes de passes, on l'a vu dans l'analyse d'hier, mais en termes de passes, il est injouable. Et un Koubarsi comme ça, s'il arrive à monter en puissance et à gagner en confiance aussi, à enchaîner les matchs pour prendre confiance aussi en lui dans les actions défensives, vraiment purement défensives, sachant que Koubarsi quand même est excellent dans les actions défensives. C'est un défenseur qui défend très bien, Koubarsi. On l'a vu la saison dernière, ça reste un défenseur qui est très très jeune. Il a 17 ans, on a tendance à l'oublier parce qu'il sort des matchs comme si c'était un mec de 35 ans, qu'il avait l'expérience, qu'il avait joué toute sa carrière ici. Mais non, faire des passes aussi risquées, autant de passes qui cassent les lignes, avec autant de confiance, c'est assez fou. On n'a jamais vu ça au Barça, encore moins pour un joueur aussi jeune. Donc Koubarsi titulaire, ça me choquerait pas, non. Ça me choquerait pas. Ensuite, on a Djoumassi Lassana qui dit on commence petit à petit à voir la patte Flick. Bon, la patte Flick, on la voit déjà depuis la pré-saison, je pense. On la voit très clairement. La patte Flick. Il y a quelques changements. Le coach va demander beaucoup d'intensité. On a déjà, en termes d'intensité, en termes d'agressivité, de pressing, on a une équipe qui va presser quasiment tout le match. On n'a plus des fins de match où l'équipe subit. On a de plus en plus une équipe qui fait les efforts même en fin de match. Déjà, c'est un peu la différence. Maintenant, il ne faut pas se baser là-dessus. On n'est que en début de saison. À tout moment, l'équipe, elle lâche en milieu de saison. On n'en sait rien, tu vois. Je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais au final, on n'en est pas devin. Les débuts de saison, c'est très bien. Il faudra voir sur la durée si ça tient et si l'équipe fait toujours les efforts tout le match, pendant tout le match et pendant toute la saison. Déjà, quand on va enchaîner en plus les matchs tous les 3 jours, ça sera pas la même. Les joueurs vont de plus en plus être fatigués, je pense, donc il y aura ça qu'il faudra prendre en compte. Maintenant, on voit la patte Flick, ça dans le contre-pressing, dans le jeu, dans la construction, c'est plus du tout la même chose. On est très vertical, beaucoup de joueurs dans l'axe, beaucoup les milieux offensifs, l'attaquant, les ailiers enfin au moins un ailier qui rentre dans l'axe. Donc vraiment, on a énormément de joueurs qui sont dans l'axe et on essaie de casser les lignes de pressing par la passe avec des passes très verticales, très axiales et beaucoup de jeux en une touche de balle aussi, beaucoup d'appels dans la profondeur, tout ça. Donc on a déjà une patte Flick quand même qu'on voit très clairement depuis la pré-saison. Depuis le premier match de pré-saison, on voit direct qu'il y a eu un petit changement quand même entre le Flick et Xavi la saison dernière. Maintenant, on verra, comme je l'ai dit, sur la durée, si ça tient, si on arrive à monter en puissance, si on arrive à gagner en efficacité aussi, parce qu'on se crée quand même beaucoup d'occasions, mais il faudra être efficace devant, il faudra faire gaffe aux contre-attaques aussi, parce que vu qu'on attaque beaucoup, qu'on est beaucoup en attaque, derrière on subit quand même pas mal, on a pas mal subi contre Valence, on a subi quelques contre-attaques qui auraient pu être plus dangereuses contre Bilbao. On verra tout au long de la saison si on arrive à améliorer ça ou si faudra ajuster des choses parce que ça peut faire très mal en contre-attaque, quoi. Ensuite, on a Mestia qui dit es-tu satisfait de l'équipe actuelle si le mercato s'arrête là? C'est une bonne question parce que là, à l'instant T, ce qu'on voit, c'est suffisant. On a battu Valence, on a battu Bilbao. C'est pas le gratin d'Europe, mais c'est 2 bonnes équipes de Liga qui ont leurs forces et leurs faiblesses, certes, mais qui sont des bonnes équipes quand même, qui jouent, qui mettent de l'intensité, qui pressent, tout ça. C'est pas évident. On a gagné à Mestalla, on a gagné contre Bilbao, bon, à domicile. C'est pas des matchs faciles et on pourrait se dire, ouais, tout va bien, c'est nickel. Mais faut voir. C'est sûr que quand on aura le retour des joueurs blessés, on aura un effectif encore plus complet et encore plus de choix. Flick va avoir encore plus de choix sous la main. Donc là, pour le moment, c'est suffisant, mais si on a des méformes, s'il y a des joueurs blessés, tout ça, j'en sais rien. Si, par exemple, imaginez Koundé se blesse, qui joue latéral droit? Si Baldé se blesse, on a Alex Vaillé qui peut jouer latéral gauche et Gérard Martin, surtout, qui est sa doublure. Est-ce que Gérard Martin, ça suffit pour être titulaire à gauche? Je ne sais pas.
toute la saison, en Ligue des Champions, tout ça. Il vient de la B. Il a signé la saison dernière au Barça, hein, quand même. Il est arrivé juste là. Il a joué 1 an en Barça B, en 3ème division. Et là, il est doublure de Baldé. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. En défense centrale, c'est un peu léger. Imaginez Inigo qui a tendance, on va toucher du bois, mais Inigo qui a tendance à se blesser. Si Inigo se blesse là, qui on a derrière? À l'instant T, on a Koubarsi et Eric Garcia en défense centrale. C'est tout. On a des défenseurs de la B aussi. On a Dominguez, enfin, entre autres, on a d'autres joueurs de la B, mais voilà. C'est léger, c'est léger. Et donc si il nous manque des défenseurs centraux et qu'on met Koundé en défense centrale, qui on a à latéral droit? On a soit Alex Vaillé, soit Hector Forte à l'instant T. Donc en fait, offensivement, j'ai l'impression que ça va, tu vois, ça peut aller, surtout quand on aura Gavi, Frenkie de retour. Milieu de terrain, on a du choix. En attaque, c'est pas incroyable, mais on peut déjà mettre Lamine, Lewandowski et Rafinha en ailier par exemple. Si on met Rafinha ailleurs, on a Dani Olmo aussi en ailier, on peut échanger entre les deux s'il y en a un qui est moins en forme ou blessé ou quoi. On a un peu de choix quand même, ça passe, tu vois. La doublure de Lewandowski, bon, c'est pas au Vitor, c'est pas du top niveau, mais voilà. On a le choix aussi de mettre Ferran en doublure de Lewandowski. Bref, on a quelques choix comme ça, mais c'est pas un effectif ultra garni non plus. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas trop expérimentés. Notre pivot à l'instant T titulaire, c'est Bernal. Est-ce que ça changera quand tout le monde sera de retour? Je pense, mais je ne sais pas. Je suis pas sûr de ça. Donc voilà, à l'instant T, ouais, ça passe pour le moment, mais je trouve que la défense, quand même, c'est assez léger. Les latéraux et la défense centrale, pour l'instant, vaut mieux pas qu'il y ait de blessés. Sinon, ça va être compliqué. Ensuite, on a Idrissi. Tu vois comment le retour d'en dessous dans ce 11? Rafinha out ou Ferran? Bon, Rafinha titulaire indiscutable. Ça, c'est même pas discutable. Hein. C'est indiscutable du coup. Retour d'en dessous, bah, il sera sur le banc. Hein. En dessous, Fati sera pas titulaire. Hein. Même si en dessous, déjà, le temps qu'il revienne en forme, faudrait pas qu'il se blesse. Il s'est blessé un petit peu pendant la pré-saison. Il est absent, je sais pas combien de mois. C'est assez étonnant. Mais en dessous, Fati, moi, je le vois comme doublure. Et probablement doublure de ce rôle peut-être qu'avait Ferran. À la limite, il peut jouer dans le demi-espace, venir combiner avec l'attaquant, tout ça, c'est une possibilité. Ou jouer à la place de Lewandowski pour faire souffler Robert de temps en temps en neuf. Je crois que c'était l'objectif de Flick et de son staff, c'était de le préparer à être neuf, à être la doublure de Robert. On verra. Quand il sera de retour, il sera pas titulaire. J'en suis persuadé. Mais peut-être que je me trompe. Mais je pense pas. Ensuite, on a Liam Tidy. Et je pense qu'on va finir là-dessus. Tidy, Bernal est plus fort, supérieur à Casado selon Flick. Alors, je sais pas si Flick considère que Bernal est plus fort, mais en tout cas, il considère Bernal comme le pivot et il considère pas Casado comme pivot. Il y en a qui se sont posé la question pendant le live d'avant-match, quand on a vu Casado qui était sur le banc alors qu'il avait fait un bon match contre Valence. Et on s'est dit, mais pourquoi Casado n'est pas là? Pourquoi Casado ne joue pas vraiment à son poste? Parce que son poste, vraiment, c'est pivot. Quand il a joué tout le temps pivot dans toutes les catégories qu'il a joué. Depuis qu'il joue au football, il est à ce poste-là et pas forcément Bernal. Donc voilà, on peut se poser cette question. Est-ce que Flick considère que Bernal est plus fort en pivot que Casado? Je pense qu'il considère que Casado, dans son équipe à lui, ne jouera pas à pivot, tout simplement. Donc il n'y a pas ce truc de... Et peut-être qu'il considère que Bernal est plus fort, hein, à ce poste-là en tout cas. Peut-être qu'il considère que les caractéristiques de Bernal sont mieux pour jouer à ce poste-là, parce que Bernal, par rapport à Casado, on sait la grosse différence entre les deux, c'est le physique. Quand on a vu contre Bilbao là des longs ballons sur Iñaki Williams, qui est quand même imposant, qui est quand même assez costaud, et Bernal venir près de lui, l'empêcher de se retourner, l'empêcher de jouer, essayer de gagner les duels de la tête. Le plus gros point faible de Casado, vraiment très gros point faible parce que il est assez mauvais là-dedans, c'est les duels aériens. Les duels aériens, Casado c'est pas le plus costaud et c'est pas le plus grand. Donc pour jouer à ce rôle dans ce poste de pivot, c'est vrai qu'il y en a souvent qui disent que Casado est trop petit. Bon, oui et non, forcément ça dépend de qui est à côté de lui et qui peut avoir ce rôle-là de jeu sur la tête, mais c'est vrai que personne ne s'est posé la question quand Verratti jouait pivot au PSG, personne ne s'est posé la question à Liverpool quand Mascherano par exemple jouait milieu défensif en première ligue, pourtant il y avait beaucoup de longs ballons et aériens. Mais c'était des petits joueurs comme ça qui étaient, même Makelele, regardez Makelele, c'est pas le gars le plus grand, mais voilà, mais Makelele en équipe de France, à côté de lui il y avait Vieira, il y avait... Donc bref, il y a des trucs comme ça, mais t'as des joueurs qui... Je compare pas Casado à ces joueurs-là, hein, attention, je dis juste que il n'y a pas que la taille qui compte. Mais bref, donc je pense que Flick considère que Bernal sera le pivot et qu'il considère que Casado doit jouer, de toute façon, c'est ce qu'on a vu de toute façon en pré-saison, que Casado jouait plus haut, jouait comme milieu intérieur. Il considère pas Casado comme un potentiel pivot. À aucun moment, à 0 minute, je crois, si mes souvenirs sont bons, Casado n'a quasiment pas joué une seule minute en tant que pivot.
peut-être en pré-saison, quand Bernal il est sorti à un moment donné, peut-être que Casado est redescendu pivot, parce que Casado avait joué tous les matchs, quasiment tous les matchs entiers en pré-saison, je crois. Mais quasiment, depuis qu'il y a Flick, Casado n'a quasiment pas joué dans son poste préférentiel. Donc ça veut dire que Flick ne considère pas Casado comme un pivot. C'est tout ce que je peux dire. Après, est-ce qu'il pense que Bernal est plus fort que Casado? Peut-être, je sais pas. Je suis pas dans sa tête, j'en sais rien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les amis. Je ne pourrais pas prendre plus de questions, ça ferait beaucoup comme je l'ai dit. Merci à tous d'avoir participé. On se retrouve ce soir pour l'avant-match du Barça, donc contre le Rayo Vallecano. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.